Salut la team ancienne star. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus dingues, les plus émouvantes et les plus mal comprises du cinéma et des arts martiaux. Accrochez-vous bien parce que cette version est la complète, la longue, la vraie, sans coupe ni filtre. On va parler de deux monstres sacrés, Bruce Lee et Chuck Norris, et surtout de la raison pour laquelle, pendant des décennies, Hollywood a eu une peur bleue du petit dragon. Tout commence par un coup de téléphone légendaire. Chuck, j'ai une idée de film, une scène de combat final dont le monde entier se souviendra jusqu'à la fin des temps. Ça s'appellera Return of the Dragon. Tu viens à Hong Kong? Chuck Norris n'a même pas réfléchi 2 secondes. Il a dit oui. Et le reste est devenu l'une des pages les plus mythiques de Tokyo de l'histoire du cinéma. Mais avant d'arriver au Colisée de Rome, remontons le temps. 1966, Los Angeles. Le début d'une amitié qui va tout changer, imaginez la scène. On est en plein été californien, dans les petits dojos discrets de L.A. Chuck Norris, 26 ans, champion de karaté professionnel poids moyen, invaincu depuis 6 ans, regard d'acier, voix douce, déjà une légende vivante du karaté américain, en face, un Chinois de 25 ans, pas très grand, pas très épais, mais qui bouge comme personne n'a jamais bougé. Ce mec, c'est Bruce Lee. À l'époque, il est encore juste Kato dans le frelon vert, mais dans les cercles fermés des arts martiaux, son nom commence à faire trembler les murs. Ils se rencontrent grâce à Ed Parker, le père du Kenpo américain et organisateur du mythique tournoi international Karaté Championships de Long Beach. Premier regard, premier salut, et c'est parti pour des années d'entraînement privé, loin des caméras. Chuck se souvient encore, la première fois qu'on a sparé, je l'ai dominé avec mes jambes, mes sidekicks et mes roundhouse, personne n'y échappait. Bruce prenait les coups, mais il souriait, il ne disait rien, il observait. 2 semaines plus tard, il me renvoyait mes propres coups de pied dans la figure, mais en 2 fois plus rapide et en me touchait sans que je puisse voir partir la jambe. Là, j'ai compris que je n'étais plus face à un humain normal. Des nuits entières à parler, philosophie ce, n'était pas juste du sparring. C'était des discussions jusqu'à 4 heures du matin. Burroughs sortait son petit carnet noir, celui qu'il emportait partout, et notait tout, les failles du karaté traditionnel. Pourquoi les formes, kata, deviennent parfois des prisons? Comment la boxe occidentale, l'escrime et même le catch peuvent enrichir le kung-fu? Et surtout cette phrase qu'il répétait comme une prière: absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas, ajoute ce qui t'est propre. Chuck, élevé dans un karaté très carré, très militaire, découvre un autre monde. Bruce, lui, découvre les coups de pied hauts à la tête, chose presque inexistante dans le Wing Chun traditionnel. En quelques mois, Bruce maîtrise le high kick mieux que la plupart des champions d'Américains. Et il le rend encore plus dangereux en le combinant avec ses mains fulgurantes. Chuck dira plus tard: j'ai passé ma vie à perfectionner mes coups de pied. Bruce les a appris en regardant, et il les a rendus meilleurs que les miens. 1971. Bruce est au bord du gouffre. Hollywood le traite comme une curiosité exotique. On lui propose sans cesse des rôles de chauffeur, de cuisinier ou méchant de service. Les grands studios refusent d'arrêter de lui donner le premier rôle. Pire, des acteurs connus, même des stars d'action, déclinent poliment ou pas poliment quand on leur parle de tourner avec lui. Bruce est blessé, mais il ne le montre pas. Il confie à Chuck, lors d'une de leurs sessions privées: ils ont peur de moi, Chuck, pas peur que je sois méchant, peur que je sois trop vrai. Chuck hoche la tête. Il commence à comprendre. 1972, le coup de génie. Le Colisée, 60 minutes, pas de filet. Bruce décide de tout lâcher. Il retourne à Hong Kong, crée sa propre boîte de prod et écrit La fureur de vaincre, Way of the Dragon. Il veut une fin mythique, il veut Chuck Norris, il veut le Colisée de Rome. Problème, impossible d'avoir une autorisation officielle. Solution: l'équipe arrive à l'aube, graisse la patte au gardien et obtient exactement 1 heure pour tourner la scène la plus importante de l'histoire du cinéma de combat. Chuck raconte:
On avait un seul rouleau de pellicule, 35 mm. Si on se loupait, c'était fini. Pas de deuxième chance. Bruce m'a regardé et m'a dit: On le fait en une prise par plan, pas de triche. On se donne vraiment. Et on l'a fait. Résultat, ce que vous voyez à l'écran est réel à 100%. Chaque coup porté, chaque chute, chaque regard, et surtout ce moment où Bruce arrache littéralement les poils du torse de Chuck. Chuck avait refusé de se raser. Bruce a dit: Parfait, on va utiliser ça pour l'histoire. Chuck Norris perd le combat à l'écran. Et il sourit à la fin. Parce que perdre contre Bruce Lee, c'était la plus grande victoire de sa vie. La vérité que Chuck Norris a gardé 50 ans dans son cœur, pendant des décennies, on a demandé à Chuck pourquoi tant d'acteurs refusaient de tourner avec Bruce. Il était arrogant, difficile. Chuck répondait toujours la même chose, un sourire et silence. Mais en 2025, à 85 ans, il a enfin tout lâché dans plusieurs interviews longues, notamment avec Joe Rogan et Full Contact Fighter. Les gens pensent que Bruce était arrogant. Non, Bruce était authentique, et l'authenticité, à Hollywood, c'est la chose la plus effrayante qui existe. Quand tu tournes avec Bruce, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas faire semblant d'être fort, rapide ou dangereux, parce que lui, il l'était. Vraiment. Et quand tu te retrouves à côté de ça, soit tu élèves ton jeu à un niveau inhumain, soit tu passes pour un imposteur. Et la plupart des acteurs choisissaient de fuir plutôt que de risquer l'humiliation. Chuck continue: J'ai vu des mecs, des gros durs d'Hollywood, venir sur le plateau pour une démo. Bruce leur disait: Allez, viens, on essaie deux, trois trucs, tranquille. 10 secondes plus tard, ils étaient gîtes par terre, sonnés, et ils trouvaient une excuse pour partir. Après, ils disaient partout que Bruce était trop agressif ou dangereux. Non, ils avaient juste vu la vérité en face. Il faisait les semblants, lui, non. Le passage le plus fort de Chuck Norris, 2024, si demain on me disait vrai combat à mort, toi contre Bruce en 1972, je prendrais mon téléphone, j'appellerais ma femme, mes enfants et je leur dirais au revoir, parce que je sais comment ça finirait. Bruce ne jouait pas, il vivait ça, chaque seconde, et quand tu vis ça à fond, personne ne peut te suivre. L'héritage éternel. Fureur de vaincre a coûté 100 000 $. Il en a rapporté plus de 100 millions, ajusté inflation, presque 1 milliard aujourd'hui. Mais surtout, il a changé des millions de vies. Chaque gamin qui a mis une ceinture noire après avoir vu ce combat dans le Colisée, chaque fighter UFC qui cite Bruce comme inspiration, chaque film d'action moderne qui ose faire des combats propres, lisibles, poétiques, tout ça vient de là. Et tout ça vient surtout de deux hommes qui se sont regardés dans les yeux, se sont tapés dessus à fond et se sont respectés comme personne. Le mot de la fin par Chuck Norris lui-même. Bruce n'était pas un acteur qui faisait semblant d'être un fighter. Bruce était un fighter qui a accepté de jouer dans des films. Et quand tu te retrouves à côté de quelqu'un comme ça, tu as deux choix. Soit tu deviens meilleur que tu ne l'as jamais été, soit tu t'en vas. Et Hollywood, dans sa grande majorité, a choisi de s'en aller. Alors la team, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà croisé quelqu'un dont la simple présence vous a fait vous sentir tout petit, mais en même temps vous a poussé à devenir une meilleure version de vous-même? Racontez-moi vos histoires, je lis tout. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette très longue vidéo. Vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle dinguerie qui va vous scotcher. D'ici là, entraînez-vous dur, vivez intensément et surtout, soyez comme l'eau. À la prochaine, la team Ancienne Star.